Bonsoir et bienvenue à tout le monde. On va commencer. Alors, on va commencer par vous présenter les services du cabinet Yetel Expertise. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre chargé de communication qui est Ablaye Ndiaye, qui va vous présenter les services du cabinet Yetel Expertise rapidement. Et après, vous aurez l'intervention de Al-Gassimou, notre expert, qui vous présentera la thématique. Je laisse la parole à Ablaye rapidement. Ok, bienvenue à tout le monde, à toutes les personnes qui se sont connectées et qui ont bien voulu être présentes dans ce webinaire assez important et axé sous forme de formation qui sera présenté par notre éminent consultant et également nous le remercions de son expertise assez pertinente et également sans plus tarder, je vais essayer de vous présenter ce qui est à l'origine de cette rencontre, c'est-à-dire le cabinet Yetel Expertise, qui a été créé depuis quelques mois et fondé par des, des personnes qui ont une expertise assez importante et également basé un peu partout. Pour vous rappeler que nous sommes quatre, les fondateurs. Il y en a deux qui sont en France, une personne basée aux États-Unis et également une personne basée au Sénégal. Comme vous le voyez sur l'image, ce sont les quatre fondateurs de Yetel Expertise. Yetel Expertise a une vision assez éclairée, portée essentiellement sur l'humain, parce que notre objectif, notre vision, c'est de mettre l'humain au cœur des décisions, parce que nous tous, nous savons que l'humain est, le capital humain est assez important pour le développement, pour aussi toute transformation organisationnelle, managériale, culturelle. Donc, l'humain porte tous les espoirs. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a décidé de lancer Yatel Expertise et de le porter sur ces piliers-là qui sont essentiellement liés au leadership, mais également à l'influence et également à la transformation. Et ce sont ces trois piliers qui sous-tendent en quelque sorte nos services, qui sont structurés en 5 axes. Le premier axe, c'est sur le soft skills, qui vise à renforcer les compétences humaines indispensables pour un environnement professionnel, notamment qui est en perpétuelle mutation. Mais il y a également le deuxième axe qui est basé sur le soft power, le soft qui est traité comme un levier d'influence positive, capable de renforcer la culture organisationnelle, de renforcer la transformation managériale également, d'avoir une influence positive sur la communication et notamment sur l'image de marque personnelle ou bien institutionnelle. Euh, Ça permet aussi de renforcer la cohésion d'équipe, le leadership d'influence et donc c'est ce qui sous-tend en quelque sorte le deuxième axe qui est basé sur le soft power. Nous avons également un troisième axe constitué de formations engageantes parce que l'IETL Expertise se démarque notamment par des formations dynamiques et des formations participatives. Nous organisons généralement des ateliers pratiques et des masterclass et des masterminds. On fait également du coaching individuel et d'équipe pour les personnes désirant d'être accompagnées de manière individuelle, mais également pour les entreprises qui souhaitent un accompagnement pour leur personnel. Nous procédons également par des études de cas et des mises en situation et des jeux de rôle. Et concernant notre quatrième axe, il s'agit des conseils et des stratégies qui portent essentiellement sur l'accompagnement global des organisations, que ce soit des stratégies de changement, des conceptions de projets, mais également des suivis et évaluations, mais également des partages d'expériences. Voilà, donc pour venir sur le dernier axe, le cinquième axe, il s'agit de dégager des solutions sur mesure
parce que Yatel Expertise propose un panel de services personnalisables et selon les besoins spécifiques des organisations. Et pour cela, nous mettons à la disposition de nos partenaires des supports de formation, que ce soit des documents institutionnels, mais également des outils pédagogiques et supports professionnels. Et nous organisons également des ateliers d'animation et pour de l'adaptation linguistique et animation bilingue à travers des formations et des ateliers. À cela s'ajoutent également des outils numériques dans le cadre de la formation dédiée à l'e-learning, notamment des développements de modules digitaux et des plateformes d'apprentissage. Nous mettons également à la disposition de nos partenaires euh, des rencontres de facilitation pour le B2B ou bien le B2C à travers des ateliers et des séminaires et des sessions de construction également. Voilà avant d'arriver à la conclusion de la présentation de nos services. Nous mettons également des formations personnalisables et avec des contenus selon les besoins et également des objectifs bien définis et bien dégagés. Donc, pour conclure, Yatel Expertise se positionne comme un partenaire stratégique pour développer l'humain, renforcer l'influence et également renforcer l'impact que tout un chacun voudrait avoir dans le cadre de son organisation ou bien de son entreprise, mais aussi accompagne les organisations pour leur transformation et le développement. Et pour cela, nous souhaitons également vous remercier de votre présence et vous dire que nous sommes à votre disposition pour toute question, mais également pour toute décision de collaboration ou bien de partenariat. Vous pouvez également nous suivre à travers notre plateforme, le site qui est bien fonctionnel, le site de Yetel Expertise, mais aussi sur nos différentes plateformes sociales, que ce soit LinkedIn, Facebook et autres. Et les contacts que vous voyez sur l'image, vous pouvez également nous contacter pour une éventuelle collaboration ou bien un partenariat. Merci de votre aimable écoute et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, Ablaï. Alors, sans plus tarder, on va passer la parole à Al Gassimo. Mais juste avant, si vous avez des questions concernant nos services, n'hésitez pas vous avez le chat et à la fin de la formation aussi, vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur la formation que Algassim va vous présenter ou soit sur le service. Donc, on est disponible aussi à travers le mail que vous voyez à l'écran. Les deux mails, si vous jamais vous êtes intéressé, on va prendre contact avec nous. Merci Ablaï. Je vais passer la parole à Algassimo qui va démarrer sa présentation. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. En tout cas, chez moi, il est 14h19. Donc, plutôt bonsoir peut-être à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. C'est un donc plaisir de pouvoir prendre la parole ici afin de partager avec vous une certaine expérience basée sur du vécu, mais aussi et surtout donc après plusieurs analyses et réflexions à la suite des discussions que j'ai eues avec des jeunes en quête du premier emploi ou en quête euh, de, de réinsertion donc professionnelle après avoir déjà commencé donc une carrière à l'informel ou dans le cadre du formel. Donc la thématique que nous allons aujourd'hui aborder ensemble, elle porte sur transformer vos expériences informelles en opportunités professionnelles. Et je suis donc Algassimo Diallo. Je travaille sur les questions de développement local, de coopération, d'aide publique au développement. Et je suis donc cofondateur du cabinet Yetel Expertise. Et c'est avec un grand plaisir que je me fais le devoir de partager donc mes modestes expériences avec vous dans le but donc de pousser la réflexion ensemble afin de pouvoir venir en aide à ceux qui font des expériences communautaires, des expériences de volontariat, des expériences de bénévolat, mais qui ont du mal à les capitaliser dans un cadre formel
pour pouvoir donc enrichir leur CV, mais aussi et surtout donc prouver qu'ils ont déjà des pratiques en lien avec la plupart donc des fonctions au sein des organisations, qu'elles soient des entreprises de type privé ou qu'elles soient des entreprises de type public. Et les objectifs du présent webinaire sont donc, premièrement, de faire comprendre la notion réelle d'expérience professionnelle. Ensuite, on parlera donc de l'identification, de comment identifier ces expériences informelles. Ensuite, comment les transformer en opportunités professionnelles. Et en dernier ressort, nous allons parler de comment améliorer son positionnement face aux recruteurs. Voilà. Et donc, sans plus tarder, commençons par la base. Le problème le plus courant que la plupart des jeunes nouvellement diplômés peuvent rencontrer, c'est le fait qu'on leur dise votre profil est intéressant, mais vous manquez d'expérience. Ou alors, nous sommes disposés à vous prendre, mais malheureusement, vous n'avez pas encore 2 ans ou 3 ans d'expérience professionnelle. Donc ça pose des problèmes. Les conséquences par rapport à cette situation, malheureusement, c'est le découragement, l'autocensure et la sous-valorisation. Parce que tout simplement, ils estiment qu'ils ont des pratiques, mais qu'elles n'ont pas été suffisamment prises en compte. Le souci, c'est qu'elles n'ont pas été donc marquées dans le CV, ou si elles ont été marquées, elles n'ont pas été marquées techniquement. Voilà. On va passer donc à un petit sondage. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps, donc on ne va pas le simuler de façon réelle, mais on va vous poser des questions et puis vous allez voir au niveau donc de votre du chat, mettez là-bas les réponses que vous estimez être en adéquation avec votre situation. Quelle est aujourd'hui votre principale difficulté? Est-ce que c'est le manque d'expérience? Est-ce que c'est la difficulté à valoriser votre parcours professionnel? Est-ce que c'est le fait que votre CV est peu attractif ou bien c'est le manque de confiance en vous-même? S'il vous plaît, mettez votre réponse, c'est-à-dire une seule réponse parmi les 4 dans le chat. OK, parfait. Manque de confiance. Qui d'autre? Manque de confiance. OK. Manque de confiance. Manque de confiance aussi. OK, on va continuer. Donc, effectivement, parmi les problèmes majeurs que les jeunes nouvellement diplômés peuvent rencontrer, c'est le fait que beaucoup d'entre eux manquent de confiance. Mais au-delà de ce manque de confiance, il y a le fait que le CV, parfois, il est peu attractif parce que les employeurs s'attendent à ce que le CV décrive un peu l'expérience pratique vécue sur le terrain, en lien avec donc la fonction ou en lien avec l'emploi qu'ils veulent donc pourvoir. Il y a aussi le fait que beaucoup ont énormément du mal à trouver les termes techniques qui sied par rapport donc à la valorisation du parcours et comment est-ce qu'il faudrait le noter au niveau du CV. Et par ailleurs, il y a aussi le fait que certainement d'autres manquent d'expérience. Mais en général, je peux dire que même si on n'a pas eu la chance de pratiquer au niveau d'une entreprise formelle, la plupart d'entre nous, avant de pouvoir terminer ses études, la plupart d'entre nous, il se trouve qu'on a déjà pratiqué une expérience professionnelle et utile qu'on peut valoriser dans le cadre donc de l'emploi. Alors, ce que je pourrais vous dire donc en lien directement avec mon parcours, c'est que lorsque j'étais étudiant, puis jeune diplômé, je n'avais pas d'expérience professionnelle formelle, comme la plupart d'entre nous, parce que contrairement à ce qui se passe dans les pays développés, chez nous, il n'y a pratiquement pas d'obligation ou d'exigence académique que nous fassions des stages formels au niveau donc d'entreprise pour valider nos résultats annuels. Quand vous prenez par exemple ici aux États-Unis ou au Canada, dès 16 ans, les enfants qui sont au niveau du lycée, high school, ils commencent déjà à avoir la possibilité de travailler.
L'idée, ce n'est pas uniquement de les mettre sur le marché de l'emploi pour qu'ils soient actifs économiquement, mais c'est surtout pour les donner l'opportunité d'aller se confronter à un environnement qui n'est pas celui de la famille ou celui de l'environnement scolaire qu'ils connaissent très bien. L'idée, c'est de les amener vers donc une entreprise et où ils ont donc à développer un certain nombre d'aptitudes, mais aussi et surtout à développer cette confiance en soi. Et donc, en ce qui me concerne, avant de pouvoir me lancer formellement dans le domaine donc de l'emploi après mes études, j'ai fini mes études à l'université de Cancan en 2002. Avant de me lancer formellement dans la recherche de mon premier emploi, j'avais déjà fait un parcours au niveau donc associatif, à titre de bénévole, à titre de volontaire, mais j'avais déjà un riche parcours. Et parmi ce parcours-là, je peux citer le fait que j'ai occupé des responsabilités en tant qu'étudiant. J'ai été, par exemple, plusieurs fois responsable de classe. À l'université, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous assurez le lien entre donc le département, le lien entre le décanat, le lien entre la faculté et votre classe. Vous défendez les droits des étudiants et vous transmettez aussi les messages des enseignants et parfois vous vous mettez dans une posture de négociation avec les étudiants ou bien de négociation avec les enseignants. Au-delà de ça, j'avais déjà un engagement associatif assez poussé qui m'avait permis, par exemple, de commencer par être responsable chargé de l'organisation au niveau donc d'un certain nombre d'associations. J'avais été président de l'association, par exemple, des étudiants de Mamon à l'université de Cancan. J'avais été aussi responsable chargé de l'animation au niveau de l'association des élèves et étudiants de Telmel à l'université de Cancan. Et déjà au lycée, j'avais été responsable d'un club littéraire qu'on appelle le club littéraire d'Ibril Tamsir Nian au niveau de Télémélé. Et je vous donne par exemple quelque chose d'extrêmement important que j'ai vécu à l'époque. J'ai appartenu au club littéraire pendant que je faisais la 11e année, donc la première année du lycée. Et j'avais été élu comme responsable de formation. Et il me fallait partir au niveau donc des collèges et lycées pour donner les informations. Et le matin, quand je venais, le proviseur me disait toujours d'aller donc au MAS, c'est le tour du MAS, où il faut aller au centre, parler devant 500 élèves, 1000 élèves. Au départ, ce n'était pas évident. Il y avait ce stress-là. Mais j'ai fini par m'y habituer et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de parler en public parce que je l'avais appris pendant que j'avais 15 ans, 16 ans dans ce milieu-là où les gens étaient très moqueurs. On observait tout sur toi et on n'hésitait pas à te faire le feedback, qu'importe que ça te fasse mal ou pas. Donc, c'était déjà de l'expérience. Et j'avais fait des petits stages aussi au sein des ONG, notamment une ONG de nom de Aide et Action. Donc, toutes ces expériences, tous ces parcours-là, c'était dans un cadre informel, mais ça m'a donné énormément donc d'expérience pour pouvoir affronter donc la vie réelle. Et sans le savoir, pendant ce temps-là, j'organisais donc des activités, je coordonnais des équipes, je faisais du suivi et de la négociation. Et le message clé que je peux vous dire, donc, tu peux passer s'il te plaît, c'est que je faisais déjà de la gestion et de la planification sans le savoir. Le vrai problème, ce n'était pas l'absence d'expérience en ce qui me concerne. Quand j'ai commencé à chercher de l'emploi en 2002, à la fin de mes études, mais c'était plutôt l'absence d'un langage professionnel. Comment structurer ces expériences-là au niveau de mon CV? Comment parler d'un club littéraire qui ne paye pas un salarié, mais où je faisais déjà de l'information, je faisais de la communication? Comment parler de l'association des étudiants et élèves de Mamon à Cancan, où je présidais, je faisais de la négociation, je faisais de la mobilisation des ressources, je faisais aussi de la planification annuelle, mais aussi et surtout, je faisais ce qu'on appelle la redevabilité en rendant compte à l'ensemble des membres. Le sondage 2 que je vous propose, c'est de savoir est-ce que votre parcours vous parle-t-il? Est-ce que vous reconnaissez-vous dans le type de parcours que je viens de décrire? C'est-à-dire
Est-ce que vous êtes totalement d'accord que les expériences informelles acquises pendant mon parcours scolaire et universitaire étaient vraiment des parcours qui me donnaient des expériences en lien avec le besoin du marché du travail? Si oui, dites oui totalement, ou bien vous dites oui en partie, ou bien vous dites pas vraiment, ou bien je découvre cette réalité. Donc, à vous, on vous écoute au niveau du sondage. Je vois quelqu'un qui dit oui totalement. Ensuite, oui totalement. Qui d'autre? OK. Donc, on va pas retarder là-dessus. Ce qui est évident, c'est que en réalité, on a tendance malheureusement à négliger ce que nous faisons comme parcours. Quelqu'un qui a aidé sa maman, par exemple, à organiser sa petite activité de commerce, ne serait-ce que, par exemple, comme on le dit couramment, par exemple, en Guinée, il y a des noms guinéens, mais je sais que c'est la même réalité un peu partout. Une maman, par exemple, qui fait des activités où elle acquiert des produits à vendre, elle les organise, après, elle part sur le marché vendre. Quelqu'un qui aide cette maman-là à pouvoir calculer, par exemple, combien elle doit utiliser pour pouvoir acheter et combien elle doit revendre en faisant des marges bénéficiaires, ou bien à faire le bilan entre ce qu'elle a dépensé et ce qu'elle a gagné après avoir revendu le produit qu'elle a acheté. Tout ça, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une expérience professionnelle, mais qui aura peut-être du mal à pouvoir le valoriser. Voilà. Quelqu'un qui a un tablier où il vend peut-être des bonbons ou bien des cigarettes ou bien d'articles, il est obligé de s'approvisionner. Une fois qu'il s'est approvisionné, il revend ça pendant un certain temps. Même l'organisation de la table, où mettre les bonbons, où mettre les cigarettes, où mettre tel et tel produit, c'est une expérience qu'il est en train d'acquérir parce qu'il fait à la fois donc de la commercialisation, il fait certainement du marketing, il fait l'approvisionnement, il gère le stock, il fait la gestion peut-être de la relation clientèle parce qu'il y a des clients tellement familiers qui viendront peut-être prendre des produits et qui ne vont pas payer automatiquement là-bas. Il va garder ça peut-être dans sa tête ou bien il va avoir un petit cahier où noter tout ça. Tout ça, c'est des expériences professionnelles, mais il suffit de connaître comment est-ce qu'il faut les valoriser. Ce qui est évident, c'est que vous avez vécu quelque chose. Et c'est quelque chose que vous avez vécu là, c'est quelque chose qu'on est capable de capitaliser. Donc, ça va nous amener à, par exemple, si nous prenons donc au niveau des associations communautaires, on peut dire que les associations communautaires sont de véritables écoles professionnelles. Chacun de nous ici est impliqué donc dans une association, qu'elle soit celle de son village ou bien qu'elle soit pour une cause telle que par exemple la lutte contre la drogue, la lutte contre par exemple le manque d'éducation des femmes. Tout ça, c'est des engagements associatifs et à l'intérieur desquels on trouve donc un certain nombre d'expériences. Le passage de l'engagement associatif à un poste d'assistant, par exemple, de projet ou d'animateur projet, c'est quelque chose d'extrêmement important. On reviendra là-dessus. Mais je voudrais aussi vous poser une question. Qu'est-ce qu'une expérience professionnelle? À votre avis, c'est quoi une expérience professionnelle? En 2 mots ou 3 mots, dites-moi, s'il vous plaît, dans le chat, c'est quoi une expérience professionnelle à votre avis? OK, c'est un parcours. Qui d'autre? Une expérience professionnelle, c'est quoi pour vous? OK. On pourra dire donc qu'une expérience professionnelle, premièrement, c'est une activité réelle. Donc, c'est du vécu. C'est quelque chose vraiment, OK, merci beaucoup. C'est du travail rémunéré ou pas. C'est des connaissances acquises dans le cadre formel ou informel. En tout cas, je vais dire premièrement que c'est une activité réelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pratique. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on pratique, que ce soit donc notre papa que nous accompagnons dans son champ pour labourer, c'est une activité, c'est une expérience professionnelle. Que ce soit l'élevage des moutons, votre rôle consiste à les sortir le matin de l'enclos, aller les garder peut-être en dehors de la cour familiale pendant une certaine partie de la journée,
et revenir le soir, faire rentrer ce mouton ou bien cette chèvre au niveau de l'enclos, que c'est une expérience professionnelle. Le temps d'accompagner la maman à aller faire le petit commerce au niveau du marché hebdomadaire, c'est une expérience professionnelle. Aller sensibiliser les membres de sa famille par rapport à la nécessité de s'engager au sein de l'association du village pour, par exemple, aider à avoir un forage, c'est une expérience professionnelle, c'est une activité parce que vous planifiez quelque chose, vous partez le mettre en exécution et en général, vous revenez rendre compte. Ensuite, c'est des compétences qui sont mobilisées, des compétences telles que, par exemple, le fait de planifier, tel que le fait de, par exemple, d'organiser, tel que le fait, par exemple, de sensibiliser, tel que le fait, par exemple, d'aller suivre, tel que le fait, par exemple, d'aller budgétiser, tel que le fait, par exemple, de rédiger un petit compte rendu, qu'il soit donc à l'oral ou à l'écrit, c'est quelque chose, c'est des compétences qu'on développe. Et ces compétences-là ne sont pas différentes des compétences quotidiennes qu'on nous demande au niveau du milieu entreprise. C'est aussi des responsabilités que vous assumez. En tant que membre d'une association, vous savez qu'au moins, vous devez vous conformer donc au règlement de l'association. Vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous allez vous acquitter de votre cotisation annuelle. Vous devez mobiliser cette ressource-là parce que vous savez que si vous ne payez pas, vous risquez peut-être une sanction. Et à partir du moment où donc il y a un certain nombre de responsabilités qui sont assumées, vous êtes dans un cadre d'une expérience professionnelle. Un chef de classe qui part voir, par exemple, au nom de sa classe, l'enseignant de l'économie, par exemple, rurale ou bien de sociologie pour lui dire, monsieur, c'est vrai que vous aviez planifié un devoir pour le lundi prochain, mais il se trouve que pour telle ou telle raison, le Sénégal jouait hier ou bien le Maroc jouait avant-hier. On n'a malheureusement pas eu le temps de pouvoir préparer ça. Et au nom de mes collègues, je souhaiterais demander votre indulgence. Il est déjà dans une responsabilité de négociation. Voilà. Et donc, c'est une responsabilité assumée. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a des résultats ou des apprentissages. Voilà, s'il réussit à convaincre l'enseignant pour que l'enseignant remette à quelques jours après le devoir, il reviendra tout content vers ses amis pour leur dire « Ok, j'ai réussi la négociation, il a accepté de reporter ». Ou bien si c'est quelqu'un qui a aidé ses parents, par exemple, à contrôler le troupeau, par exemple, des vaches qu'ils ont, je suppose, hein, et il reviendra dire à ses parents, OK, je viens de compter, il y a tel nombre de veaux, il y a tel nombre de mâles, il y a tel nombre de femelles, j'ai contrôlé, ils sont tous donc revenus. Et ça, c'est des résultats. Et c'est de l'apprentissage qu'il est en train de faire, même si on ne dira pas là qu'il est en train de faire donc le contrôle du stock ou bien le contrôle, donc le dénombrement, mais c'est quelque chose qu'il est en train de faire et qui est intimement lié à ce qu'un comptable fera ou bien un logisticien en allant voir le magasin de stock, par exemple, de son entreprise pour dire, OK, nous avons tel nombre de quantités, par exemple, de papier rame, tel nombre de quantités d'encre et autres. Donc, c'est ça une expérience professionnelle. Et c'est une activité réelle, c'est une compétence qui est mobilisée pour l'exécuter, c'est une responsabilité qui est assumée, et enfin, c'est un résultat qu'on gagne et c'est un apprentissage qu'on vient de faire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réussir donc à faire le déclic, à se redonner de la confiance en tant que praticien? Parce que à partir du moment où vous reconnaissez avec moi et que vous êtes entièrement d'accord que chacun de nous ne reste pas bras croisés durant tout son parcours scolaire et universitaire, il est intimement impliqué dans des activités, même si c'est des activités informelles, on reconnaît ensemble que nous avons pratiqué. Nous avons pratiqué une expérience et cette expérience, donc, à nous de l'appeler formelle ou informelle, mais elle nous a donné un certain nombre de compétences. Donc, le mythe, c'est que beaucoup d'entre nous et beaucoup parmi les responsables des ressources humaines ou bien les responsables des organisations ont tendance à croire que l'expérience, c'est uniquement ce qu'on a vécu dans le milieu formel, ce qui est totalement faux. Absolument faux, parce que quelqu'un qui travaille au sein d'une ONG en tant que responsable de l'animation et de la mobilisation sociale,
et quelqu'un qui travaille à l'intérieur d'une association de village en tant que responsable chargé de sensibilisation pour faire la sensibilisation devant leur public cible, ils préparent tous quelque chose. Ensuite, ils planifient. Ensuite, ils viennent parler. Ensuite, ils essayent de convaincre. Ensuite, ils essayent de revenir faire un compte rendu. Peut-être que l'autre là est payé et l'autre là n'est pas payé, ou bien que un a un salaire pécuniaire et l'autre a un salaire moral, mais ils ont fait tous une activité et l'activité qu'ils ont réalisée leur donne à tous les deux des compétences. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez-vous dans la tête que peu importe la nature de l'activité que vous réalisez, il ne faut jamais considérer que quelqu'un qui vient vers vous et qui a pratiqué, que son expérience n'est pas formelle. Voilà. Enlevons ça de nos têtes. Et donc, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui a vécu à l'intérieur d'une ONG ou bien d'une organisation internationale ou bien d'une entreprise ou bien d'une direction de l'administration publique qui a pratiqué quelque chose d'important et de formel. Quelqu'un qui l'a fait dans un milieu communautaire, quelqu'un qui l'a fait dans un milieu associatif, quelqu'un qui l'a fait en venant en aide à sa famille, il a pratiqué de l'expérience professionnelle et c'est quelque chose qu'on est capable de valoriser. Donc, il est important qu'on déconstruise ce mythe-là. Les compétences priment. Ce n'est pas le cadre qui prime. C'est les compétences qu'on a pratiquées à l'intérieur de ces cadres-là. Que ce soit le cadre formel, que ce soit le cadre informel, le plus important, c'est le vécu. Voilà. Et donc, une véritable école professionnelle, c'est l'école à l'intérieur de laquelle on a vraiment eu la possibilité de pratiquer. L'engagement donc associatif est le cas le plus spécifique donc dans nos pays. C'est que nous avons eu la chance de vivre et que peut-être certains de nos enfants malheureusement n'ont pas la chance de vivre ça. C'est le fait, par exemple, de sortir de chez soi, aller chercher du bois mort. Le fait, par exemple, de sortir de chez soi pour aller peut-être cueillir. Le fait de sortir chez soi, par exemple, pour aller chasser. Nous savons tous, même à l'enfance, c'est-à-dire à l'âge de l'adolescence, entre 9 ans jusqu'à 18 ans, ces activités-là, en groupe, nous les planifions, nous partons les exécuter et nous revenons, nous en parlons. Donc, je voudrais vous dire aujourd'hui que l'engagement associatif, au niveau donc de ce que la plupart d'entre nous, malheureusement, négligent, le fait de s'engager pour son village, le fait de s'engager pour sa sous-préfecture ou sa commune, le fait de s'engager pour son pays lorsqu'on vit à l'étranger, ces expériences-là, ne les négligez pas, c'est des expériences extrêmement importantes et qui valorisent beaucoup le parcours. Aujourd'hui, par exemple, je me réclame expert dans le domaine du développement local et je m'appuie surtout sur mon vécu associatif. Sur mon vécu associatif parce que j'ai appartenu à plusieurs associations et le fait que j'ai vécu dans plusieurs pays étrangers, j'ai toujours été amené donc à lutter, par exemple, dans des associations guinéennes et à parler de la Guinée de façon globale. Quand le gouvernement est assis à Conakry en train de faire son conseil des ministres, moi, je suis assis quelque part avec des Guinéens, on est en train de parler aussi de la Guinée. Comment aider, comment revaloriser le pays, comment contribuer au développement socio-économique du pays. Donc, ces expériences-là, elles sont pertinentes, elles sont engageantes, elles sont valorisables et elles nous donnent 3 dimensions extrêmement importantes. Le leadership. Le leadership, on l'acquiert à travers la pratique, pas uniquement à travers les compétences innées. Ensuite, la gestion des projets. Tout le monde parle de gestion de projet, certains sont professionnels de gestion de projet, mais le projet, c'est quoi? C'est la conception, c'est l'exécution, la planification plutôt, c'est l'exécution, c'est le suivi et l'évaluation. Et ça, en tant que membre d'une association, on joue quotidiennement ces rôles-là. Et enfin, c'est la communication. Parce que vous êtes dans un milieu humain, c'est pas entre des animaux. Et donc, la communication passe essentiellement non, je veux dire la réussite passe obligatoirement par la communication. Il faut sensibiliser ceux qui ne veulent pas payer leur cotisation de membres. Il faut sensibiliser ceux qui payent et qui n'assistent pas aux réunions. Il faut sensibiliser ceux qui payent, qui assistent aux réunions, mais qui ne parlent pas.
Il faut sensibiliser ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une association, par exemple, des Guinéens, au motif qu'en Guinée, ça ne va pas. Ou bien ceux qui ne veulent pas parler de l'association des Sénégalais, par exemple, de Nantes, ou bien l'association des Burkinabés, l'association des Maliens. Notre engagement nous donne toujours la possibilité de tirer des expériences et nous permettre d'acquérir un certain nombre de compétences. Et ces compétences-là peuvent être classifiées en lien avec les fonctions obligatoires quand vous occupez un poste à l'intérieur d'une organisation ou bien au niveau d'une entreprise. OK. Donc, on a donné un certain nombre d'exemples, par exemple, en lien avec l'organisation d'activités, la mobilisation locale, la coordination avec les autorités. Tout ça, quand vous occupez donc une fonction à l'intérieur d'une association, vous savez qu'il y a un certain nombre de parties prenantes au-delà des membres de l'association et ça vous donne obligatoirement le devoir d'aller vers ces parties prenantes pour recueillir de la légitimité, pour recueillir une collaboration et pour recueillir parfois de la contribution et des permissions pour pouvoir agir en lien avec les besoins de l'association. Voilà. Donc, si on est tous conscients maintenant qu'on a vraiment un certain nombre de compétences acquises, ça veut dire qu'il faudrait maintenant savoir comment est-ce qu'il faudrait l'écrire dans le CV. À titre d'exemple, je vous dis qu'il ne faut pas, par exemple, écrire juste membre d'une association ou bien membre de l'association des élèves et étudiants de Kaolack à Dakar, à l'université, par exemple, Cheikh Anta Diop. Il faudrait savoir dire qu'est-ce que tu as fait en tant que membre. Comment est-ce qu'on peut schématiser ça? Tu peux dire, par exemple, que j'ai participé à des projets communautaires. J'ai été à l'initiative de la conception du projet, par exemple, de sensibilisation sur le maintien de la fréquentation scolaire des filles au niveau de mon village. J'ai été, par exemple, celui qui est allé vers les ressortissants riches de ma localité pour solliciter des contributions. Mais tu ne vas pas dire je suis allé solliciter des contributions. Tu diras, pour que le langage soit plus joli et en lien avec les attentes des recruteurs, que j'ai fait de la mobilisation sociale, j'ai fait de la mobilisation des ressources. Donc, quand vous avez été, par exemple, président d'une association universitaire, vous allez parler donc de votre compétence en matière, par exemple, de gestion de projet. Vous savez donc initier un projet parce que vous avez initié, par exemple, le projet de construction d'une bibliothèque communautaire au niveau de votre ville là-bas, quelque part en Mauritanie. Vous allez dire que vous êtes parti voir, par exemple, des partenaires techniques et financiers pour discuter avec eux, donc des compétences de négociation. Vous allez dire que, par exemple, vous avez donc prévu de faire ça pendant l'été, pendant les vacances scolaires, donc des compétences de planification. Vous allez dire que vous avez impliqué la population locale afin qu'elle mobilise, par exemple, des agrégats. Vous allez parler donc de la participation communautaire ou bien de la négociation avec les parties prenantes. Vous allez dire que vous avez, par exemple, rendu compte au niveau des donateurs par rapport donc à ce qui a été mobilisé comme ressources par rapport à ce qui a été exécuté. Et vous allez schématiser ça dans un CV en disant que j'ai fait du reporting et de la communication. Donc, voici autant d'exemples à travers lesquels on est capable de valoriser ce qu'on a appris dans un cadre informel vers la valorisation formelle à l'intérieur de notre CV. Et le sondage, le 3, auquel je voudrais donc vous amener à répondre aussi, est le suivant. Selon vous, l'engagement associatif et communautaire peuvent-ils constituer une véritable expérience professionnelle? Les réponses que j'attends de votre côté, c'est soit oui clairement, oui, mais seulement s'il est bien présenté, non, cela reste du bénévolat, ou je ne sais pas encore. J'attends vos réponses dans le chat. Merci. OK. Oui, si c'est bien présenté. Qui d'autre? Qui d'autre? Allez-y sur le chat et mettez vos réponses, s'il vous plaît. On attend encore 2 réponses. OK. OK. Je regarde en même temps le chat. Oui, oui, c'est bien présenté. Oui, mais seulement s'il est bien présenté. Oui, mais bien présenté. OK. Donc, on est tous conscients que d'abord, c'est oui, globalement. L'expérience professionnelle acquise dans le milieu informel représente une valeur de l'engagement.
et ça peut être donc une véritable expérience professionnelle. C'est tous oui, mais à condition que nous sachions donc présenter ça pour maquiller, comme on le dit dans le langage donc des recruteurs. Et c'est ça le défi. OK, je vous donne des astuces donc sur comment présenter l'expérience professionnelle informelle pour répondre donc à ce que vous avez tous dit ici, ou seulement s'il est bien présenté. Donc, comment présenter? Il y a 3 méthodes. Premièrement, il faut commencer par faire le répertoire de ces expériences. Qu'est-ce que j'ai réellement fait? Est-ce que j'ai fait l'embouche bovine? C'est-à-dire que j'ai engraissé les bœufs de mes parents de manière à ce qu'ils puissent être valorisés ailleurs. Deuxièmement, est-ce que j'ai par exemple fait, par exemple le commerce? Si oui, est-ce que le commerce du bois mort, est-ce que le commerce des fruits sauvages, est-ce que le commerce du lait, est-ce que le commerce, par exemple, du sable? Voilà, toujours lister ce qu'on a d'abord vécu. La première des choses, c'est vraiment lister tout ce que vous avez fait et que vous-même, vous avez du mal parfois à valoriser. Listez d'abord tout. Une fois que vous avez listé, identifiez les compétences que vous avez mobilisées pour pouvoir faire ce travail. Si c'est quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il a pendant plusieurs années de sa vie, à côté de sa maman, aidé à traire les vaches, c'est une compétence. Traire, c'est une compétence. C'est une action. Si c'est quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il a mobilisé du sable, il sait à quel moment il faut sortir pour mobiliser le sable, il sait à quel niveau il faut aller, il sait avec quel outil il faut travailler et il sait quand il mobilise où est-ce qu'il faut amener. Donc, c'est une compétence ou un certain nombre de compétences. Et une fois que vous avez identifié les compétences que vous avez donc utilisées pour pouvoir faire cette activité, la dernière étape la plus importante, c'est de reformuler professionnellement. Et pour l'astuce pour le faire, prenez 5 avis de recrutement en lien avec votre domaine d'expérience. Venez comparer ce qui a été dit comme compétence indispensable en lien avec l'emploi par rapport à ce que vous avez listé et les compétences que vous avez donc mobilisées. Et tout de suite, vous allez avoir la facilité de pouvoir transformer l'ensemble de votre listing sous forme donc de compétences professionnelles bien reformulées. Donc, voici les 3 méthodes donc à utiliser si vous voulez donc faire passer vos expériences informelles vers une expérience formelle. Et le message clé que je voudrais donc vous donner, c'est de dire que vos expériences informelles sont une matière première professionnelle. C'est-à-dire que rien de ce qui a été fait et pour lesquels vous avez mobilisé du labeur, de l'énergie et surtout des compétences n'est inutile. Tout est utile, il faut juste savoir le valoriser. C'est ça que je voulais donc vous donner comme message clé. Et donc, on a un dernier sondage, c'est de demander pour ceux et celles qui ont eu la chance de suivre donc ce partage d'expérience-là, est-ce que pensez-vous avoir au moins 2 expériences informelles que vous pouvez valoriser professionnellement à l'issue de cette séance de partage? Mettez sur le chat, s'il vous plaît. Oui, clairement, peut-être je dois y réfléchir. Pas encore, je ne sais pas comment le faire. Mettez-le dans le chat, s'il vous plaît. Oui, clairement, oui, clairement. Qui d'autre? Oui, clairement. OK. Je suis content de savoir qu'il y a donc parmi nous des gens qui, au sortir de cet échange-là, de cette séance de partage d'expérience, pourront désormais ne pas perdre ce qu'ils ont eu à pratiquer de manière informelle pour le valoriser au titre de leur expérience professionnelle. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que notre expérience professionnelle a commencé certainement depuis l'adolescence et plus personne ne pourra nous dire
parce que nous sommes désormais à 25 ans ou bien à 30 ans et que nous venons juste de terminer l'université, qu'ils ne vont pas nous recruter parce qu'ils cherchent quelqu'un qui a, par exemple, un master ou bien un bachelor ou bien un DUG avec 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle. Nous en avons plus de 10 ans parce que nous avons vécu quelque chose et nous savons que ce que nous avons vécu là, nous l'avons répertorié, nous avons ressorti les compétences indispensables par rapport à la réalisation du vécu et nous l'avons transformé techniquement en des termes plus viables, plus acceptés dans le monde formel. Et donc, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis entièrement à votre disposition. Peut-être que ce n'est pas uniquement des questions que vous avez. Certains d'entre vous ont envie de témoigner. Le temps qui nous reste est dédié donc à l'ensemble des participants. Et donc, vos contributions, vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Merci. Merci beaucoup, Algassimou. Alors, je vois Ablaï qui lève la main. Oui, vas-y, Ablaï. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, de votre présentation assez pertinente et, et bien claire et lisible, concise. Et nous avons vraiment appris à travers cette présentation. Et moi, j'ai juste un témoignage à faire par rapport à ce qu'il vient de dire. Et après, j'aimerais aussi poser une question. Par exemple, ce qu'il a dit par rapport à l'engagement associatif, moi, me concernant, si je prends mon exemple, après quand j'ai fini mon master et tout, vu que j'avais des activités associatives au niveau de l'association des étudiants francophones de Ségué, une fois le master fini, j'avais décelé, comme il l'a présenté tout à l'heure, les activités qu'on a eu à faire et je les avais énumérées sur mon CV. Après, en ce moment-là, peut-être je me disais que mon CV n'était pas assez élargi, donc j'avais jugé utile de mettre ces activités-là. Mais depuis une année, j'ai décidé d'enlever ça sur mon CV. Après, parce que je me suis dit que peut-être depuis lors, j'ai eu à engranger d'autres activités professionnelles et j'ai jugé pas nécessaire de les mettre maintenant. Je les ai enlevés de mon CV depuis presque une année. Et je voudrais vous poser cette question. Est-ce que je devrais continuer à les mettre vu que au début, c'était peut-être par exemple un CV qui n'était pas assez élargi, raison pour laquelle on manque d'expérience, raison pour laquelle je les avais mis. Maintenant, vu que j'ai engrangé un peu plus d'expérience, je les ai enlevés. Est-ce que dois-je continuer à les mettre ou bien la décision de les supprimer de mon CV est la bonne décision? Merci beaucoup. Une question pertinente. Pour répondre très rapidement, je dirais, vous avez bien fait de les enlever, mais ça dépend du contexte. Vous savez que, par exemple, en envoyant votre CV, il y a toujours un motif pour lequel vous l'envoyez et il y a toujours une cause. Je disais que vous avez bien fait peut-être d'enlever pour le moment, mais les CV, on les dépose en fonction donc des termes de référence ou bien en fonction de ce que l'employeur veut. Et si c'est un poste, par exemple, en lien avec l'engagement communautaire, où il faut prouver que vous avez, par exemple, vécu dans un milieu communautaire, que vous avez fait des engagements citoyens et autres, et vous, à un moment donné, vous allez remettre encore. Voilà. Donc, vous savez que pour 2 postes ou bien pour 3 postes, la même personne peut avoir 3 CV différents, la façon de l'écrire. Donc, le contenu du CV dépend généralement de la description du poste. Et donc, si c'est un CV, si c'est un poste en lien avec l'engagement citoyen, l'engagement associatif, obligatoirement, ces expériences-là reviendront dans le CV avant que vous ne les envoyiez. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main ou vous avez aussi le chat si jamais vous pouvez voilà, écrire votre question ou si vous voulez intervenir comme l'a fait Ablaï, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Merci de vous présenter, de poser votre question ou voilà, partager votre expérience. Je me nomme So Amadou Tidiane, je suis à Conakry.
C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous au niveau de ce webinaire. Je suivais permanemment Frère Algatimus sur les réseaux sociaux et autres, mais c'est une occasion pour moi aujourd'hui de le rencontrer. Vraiment, j'ai eu beaucoup de choses avec lui. Par exemple, moi, j'évolue au niveau de beaucoup d'associations communautaires, comme il l'a dit, des associations villageoises, préfectorales. Mais pour moi, c'est des choses vraiment qui ne comptaient pas au niveau des CV. Euh, Suivant ces interventions, j'ai eu vraiment de, de, de- des éclaircissements par rapport à ça. J'ai pris bonne note. Je ne manquerai pas aussi vraiment de participer aux prochaines formations ou bien aux prochains webinaires. Euh, J'évolue au sein d'une ONG qu'on appelle OGLMI, Guinée. Nous évoluons sur tout ce qui est question de la migration, de la traite des personnes au niveau de la Guinée-Conakry. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Merci. Ok, merci beaucoup. Le plaisir est partagé et bonne continuation dans vos activités et nous serons très heureux au besoin de vous accompagner au niveau de votre organisation. Merci beaucoup. Merci. Alors, je regarde le chat s'il n'y a pas de questions. Alors, je voudrais. Oui, on vous entend. Moi, c'est Tiernoba depuis Montréal. Ben, je suis à Montréal et alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre webinaire. C'est que j'ai trouvé très intéressant et ben, très instructif, aussi bien pour quelqu'un qui est déjà dans le monde professionnel que pour des jeunes qui commencent dans la vie professionnelle. Donc, ben, ce que je pourrais par exemple ajouter ben, en termes d'échange, là, c'est le frère Al-Gassim, il a parlé par exemple, du bénévolat. Voilà quelque chose que quelqu'un qui n'a pas d'expérience pourrait utiliser pour vraiment étoffer son CV. Parce que souvent, dans nos pays, là, on a tendance à minimiser le bénévolat. Par exemple, on va dire que si jamais j'ai pas un salaire, je suis pas payé, je vais pas le faire. Donc, toute activité, par exemple, qui pourrait vous permettre de développer certaines compétences, des soft skills, des hard skills, c'est quelque chose qu'on pourrait, par exemple, mettre sur un CV. Donc, par exemple, nos jeunes, c'est, par exemple, les périodes, les grandes vacances, aller faire du bénévolat, aider, comme il a dit, nos mamans ou n'importe qui, par exemple, que ce soit au marché à Madina, ça peut toujours être une activité qui peut être mise sur un CV. Alors, au-delà de ça, comme il a dit, c'est des webinaires comme ça peut permettre, par exemple, de développer le leadership, la gestion de projet et aussi au niveau des associations, euh, ça permet vraiment en quelque sorte, de ceux qui sont, par exemple, dans les associations, comme il a dit là, de savoir bien formuler. On est tous dans les milieux associatifs, là, ça permet, bon, moi, par exemple, j'ai de l'expérience, mais en participant à ce webinaire là, ça me permet pas de me dire que l'association de mon village ou des associations où je participe, il y a des trucs que j'ai eu à faire que je pourrais par exemple glisser dans un CV. Ça peut aider dans le monde du projet. On n'est pas nombreux ici. Malheureusement, ça parle pas de football, même si c'est gratuit là, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je trouve que c'est très intéressant et c'est vraiment des choses euh, à développer et puis surtout à encourager et que le monde participe parce que c'est instructif et il n'y a pas on apprend tous les jours comme on le dit. Donc pour ne pas monopoliser la parole, merci encore pour cet échange. C'est très instructif. Merci à vous. Merci beaucoup, Tierno. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Tu connais mieux le contexte nord-américain que moi. Mais ici, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'expérience professionnelle quand il a terminé l'université. Parce que ils ont créé un système de façon à ce que les étudiants, les élèves, par exemple, moi j'ai des enfants chez moi ici, mes enfants,
Certains d'entre eux sont actuellement à l'école primaire, mais déjà à l'école primaire, ils font par exemple des activités communautaires telles que par exemple la vente de gâteaux pour collecter de l'argent et pendant certaines périodes, ils prennent cet argent-là pour aller soutenir des associations, par exemple, qui prennent soin des animaux et autres. Donc, imaginez-vous un enfant qui a déjà 8 ans, 9 ans, qui conçoit un projet, c'est-à-dire qu'il se dit, OK, on va vendre des galettes. Il sait combien ils vont dépenser pour pouvoir faire les galettes et ils savent quand ils vont revendre les galettes au niveau de l'école et combien ça peut leur donner comme revenu et ils prennent cet argent-là pour aller donner à des associations. C'est déjà un esprit extrêmement important. Et même dans le milieu professionnel, quand vous êtes engagé, par exemple, au sein d'une ONG ici ou bien même à la fonction publique, il y a un nombre d'heures par mois que vous devez obligatoirement accorder à ça se dit ici giving back, c'est-à-dire donner en retour. C'est un certain nombre d'heures que vous consacrez au bien-être de votre, par exemple, communauté. Quand je dis communauté, c'est par exemple votre voisinage ou bien des acteurs qui travaillent dans le même secteur que vous, des personnes de détresse, mais vous accordez au moins 2 heures de votre temps hebdomadaire pour faire du bien et sous forme de volontariat. Et c'est la plus grosse fierté que chacun peut avoir ici. Donc, nous devons être fiers de nos engagements au compte de nos associations communautaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est des expériences totalement inutiles, mais tous qui sont passés par ça sont devenus à la longue les plus grands leaders parce qu'ils apprennent à gérer des conflits, ils apprennent à faire face à l'adversité, ils apprennent à aller motiver des gens qui ne sont pas du tout motivés et ils apprennent à aller se mettre au service de ceux qui sont dans le besoin. Merci. Je vois des questions dans le chat. Oui, exactement. Tu as 2 questions dans le chat, oui. Qu'en pensez-vous de la longueur d'un CV aujourd'hui avec plusieurs années d'expérience? Quels sont les conseils? Alors, de par mon expérience pour avoir vécu donc en Afrique et avoir vécu un peu en Europe et ici en Amérique du Nord, je sais que les expériences varient selon les pays et selon les organisations. Il y a de ces organisations qui vous disent que si le CV dépasse 2 pages, ils ne vont même pas prendre le temps de regarder. Il y en a où, par exemple, dans le milieu francophone et notamment dans le champ de l'expertise, si le CV n'a pas 10 pages, on considère qu'il n'est pas lourd. Donc, ça dépend des milieux. Chaque institution, les grandes institutions, chaque pays bien organisé, par exemple, les gouvernements, je sais que par exemple au Québec, le gouvernement québécois a un modèle de CV. Je sais que la GIZ a un modèle de CV. Je sais que la Banque mondiale a un modèle de CV. Je sais que l'Union européenne a un modèle de CV. Je sais que le PNUD a un modèle de CV. Donc, vous devez obligatoirement adapter votre CV et le langage à l'intérieur du CV. Je vais parler du vocabulaire en tenant compte donc des pratiques au niveau de cette institution-là. Voilà. La deuxième question, je voudrais savoir combien de pages qu'il faut pour un CV. Donc, je l'ai dit, ça dépend de l'institution qui recrute. Et voilà, je pense que c'était les 2 questions, sauf erreur de ma part. Oui, c'est les 2 questions, oui. Ok, moi c'est toujours Rousseau, à mon petit Diane Chirégien, c'est par rapport à un fait qui est récurrent, surtout en Guinée par exemple. Vous allez voir au niveau des appels d'offres, le plus souvent, on demande 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Ça, vraiment, des fois, ça arrive à décourager, par exemple, quelqu'un qui a fini les études, il n'a pas eu de l'emploi. Faisons, il a fait la géologie à la géomine de Bokeh. Maintenant, il voit un autre poste et depuis qu'il a fini Dijon, il n'a pas, peut-être, c'est depuis qu'il a fait le stage de, de, de fin de mémoire. Que là-bas, quand tu finis, tu vas faire ce qu'on appelle le stage de fin de mémoire pour pouvoir vraiment élaborer ton mémoire et faire la soutenance. Mais ça trouve que depuis ça, l'intéressé n'a pas eu où faire le stage ou bien faire le travail, mais ça trouve qu'il a des compétences. Maintenant, au niveau de l'offre, il voit te mentionner
5 ans ou 10 ans d'expérience. En fait, ça donne vraiment un découragement pour non seulement postuler et vraiment ça. C'est un souci en fait en Guinée. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à conseiller par rapport à ça. Oui, j'ai 3 petits conseils rapides que je donne régulièrement à des gens qui me consultent de manière totalement free. Mais maintenant, Yetel Expertise me pousse à vendre cette expertise-là. Mais aujourd'hui, comme on est en formation, je vais donner les astuces. La première des choses, c'est que dites à toutes les personnes que vous connaissez de ne jamais continuer un cycle de formation en milieu académique, que ce soit donc au niveau universitaire ou bien au niveau d'une école professionnelle, sans chercher à faire un stage. Un stage, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle stage, parce qu'on a tendance à croire que quand on dit stage chez nous, c'est quelque chose qui est un peu rémunéré, ou bien il faut obligatoirement un contrat. Dites à la personne d'aller vers le milieu où ce qu'il étudie là est pratiqué, et de leur dire qu'il est là à titre de bénévole, qu'il est disposé à aider, qu'il se met à leur disposition. Les premiers emplois que j'ai trouvés, je les ai trouvés comme ça. Allez dire à des gens, moi je suis diplômé dans tel domaine, j'ai pratiqué tel et tel et tel dans telle association. Je sais qu'aujourd'hui vous avez des difficultés à recruter, mais je voudrais venir au quotidien auprès de vous ici pour vous côtoyer et voir comment est-ce que vous êtes en train d'agir. Le jour où vous aurez une opportunité de m'engager, ça sera un plaisir. Mais si tel n'est pas le cas, vous n'avez pas l'engagement de m'employer. Je veux juste que vous me laissiez venir auprès de vous, vous côtoyer, voir comment vous faites. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donne. Le deuxième conseil que je donne, c'est que la plupart des avis de recrutement sont rédigés avec des conditionnalités idéales. C'est-à-dire que on recherche l'idéal. L'idéal n'est jamais, seul Dieu a l'idéal. Donc, c'est la personne qui se rapproche de ce qu'on décrit qu'on va prendre. Pour avoir été recruteur dans plusieurs pays et dans plusieurs organisations différentes, je sais qu'il est pratiquement impossible de trouver un CV qui s'adapte à 100% à nos conditions, parce que nos conditions sont toujours décrites de manière optimale. Donc, si vous avez ne serait-ce que 10% de ce qui est décrit dans le CV, appliquez. Vous n'avez rien à perdre. S'ils ne trouvent pas ceux qui ont 20 ans d'expérience, là, ils vont prendre ceux qui ont 2 ans d'expérience. Et ceux qui ont 20 ans d'expérience sont déjà occupés, en fait. Donc, appliquez, appliquez, appliquez. Et la troisième et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que conditionnalité telle que le nombre d'années d'expertise, l'anglais indispensable à l'écrit et à l'oral, comme je vous le dis, c'est une façon d'embellir la vie de recrutement pour donner plus de publicité à l'organisation. Et sinon, comment est-ce qu'on peut exiger, par exemple, qu'en Guinée ou bien à Dakar, où les gens parlent 100% Wolof et français, que si vous ne parlez pas l'anglais, vous n'écrivez pas, vous n'allez pas travailler là-bas. Si vous vous renseignez, même le directeur ne parle pas l'anglais. Voilà. Mais ils vont mettre ça pour ne pas recevoir beaucoup de CV. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez un avis de recrutement qui vous intéresse, appliquez. Appliquez. C'est tout ce que je peux vous donner comme expérience. Mais, arrêtons de faire ce que nous avons l'habitude de faire il y a 20 ans, que personne ne soit un étudiant et finisse son cycle sans avoir eu l'opportunité de pratiquer. Ne cherchez pas à être payé pendant que vous êtes en train de chercher à apprendre. Le fait d'être déjà dans le milieu de pratique est déjà un salaire pour vous. Voilà. C'est Merci. super intéressant. Merci beaucoup, Merci, Algassimo. merci, frère. Merci vraiment. Ouais, c'est super intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va passer à la conclusion. Mais avant, je voulais aussi te dire, Algassimo, bon, je pense que je l'avais dit, hein, j'ai t'ai écouté avec attention et j'ai beaucoup appris aussi. Parce que moi, j'ai commencé à m'engager d'assaut au lycée il y a longtemps. Mais pour te dire, en tout cas à l'époque, je ne réalisais pas du tout ce que ça pouvait m'apporter. C'est seulement plus tard, je pense que avec un peu de recul, hein, que j'ai compris à quel point ça m'avait aidé à développer mes compétences. Et donc, j'ai commencé vraiment à valoriser tout ça, à capitaliser tout ça dans le CV par exemple ou dans mon parcours. Et je trouve ça super intéressant. Juste une petite question, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais le plus souvent, avec du recul,
Je pense que il y a aussi le syndrome en fait de l'imposteur qui fatigue beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Ils ont de l'expérience, ils savent, ils ont des compétences qu'ils peuvent valoriser, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de nos jeunes en fait. Oui, j'ai envie de dire en fait que le manque de confiance en soi est un handicap dans tous les domaines de la vie, y compris, excusez-moi du terme, tout le monde me connaît très sérieux, mais j'ai envie de dire que même quand on était plus jeune et qu'on commençait par exemple à draguer les filles, le principal handicap a toujours été le manque de confiance en soi. Voilà. Donc, c'est dans tous les domaines de la vie. Plus vous avez confiance en vous, plus vous avez la capacité à percer. Donc, la première des choses à se dire, c'est d'abord que l'erreur est humaine. Personne n'est parfait. Donc, si je me lance le défi, par exemple, de pouvoir aller vers cet emploi-là, si je réussis, c'est un acquis. Si j'échoue, c'est une expérience. C'est ça qu'on doit se mettre dans la tête. Donc, avoir de l'expérience professionnelle. Moi, je vous donne un exemple frappant. Je fais de la consultation au niveau international dans le domaine du développement local. Aujourd'hui, je concurrence, par exemple, mes enseignants de l'Université catholique de Lyon et plus précisément du CIEDEL, le Centre international d'études de développement local. En fait, c'est eux qui m'ont donné de la confiance. Quand je suis venu à Lyon, pendant que j'étais étudiant, je venais du Mali, de la République du Mali à l'époque, en 2011. Et il se trouvait que la France venait de s'engager aux côtés du Mali pour les aider à lutter contre le terrorisme. Et l'engagement de la France en termes de solidarité internationale se posait comme question. Est-ce que, une fois que la France déclare la guerre avec la mission Serval au niveau du Mali, ça va entraîner obligatoirement des combats. Maintenant, comment est-ce que moralement la France va aider la population du Mali pendant qu'elle est en train de combattre les terroristes? Donc, il fallait renforcer l'enveloppe de l'aide publique au développement. Mais comment travailler avec les Maliens pendant que le pays est en crise? Et à l'époque-là, au niveau de l'AFD, au niveau de ce qu'on appelle la coordination sud en France, c'est moi, en tant qu'étudiant au CIEDEL, que mes enseignants prenaient pour aller répondre aux questions des acteurs de la société civile française par rapport à comment travailler au Mali pendant cette période. Et eux, ils gagnaient beaucoup d'argent parce que c'était de la consultation. Et moi, je partais en tant qu'étudiant pour témoigner et pour donner des astuces. Et à un moment donné, il y a un des enseignants qu'on appelle Christophe Mestre, qui est l'un des meilleurs dans le domaine du développement local au niveau international, qui m'a dit, tu sais, Algasimo, en t'utilisant régulièrement, là, tu ne gagnes aucun franc. Mais tu es en train de te faire une image au niveau international. Si jamais tu réussis à capitaliser ça, à un moment donné, tu seras notre concurrent. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré et j'ai eu un boulot au Sahel. J'étais employé à mi-temps et on postulait ensemble. Quand je voyais des avis de recrutement pour des experts en développement local, je postulais. Eux aussi, ils postulaient. Et je peux vous dire que j'ai gagné parfois des marchés sur lesquels eux, ils avaient postulé en tant qu'enseignant, en tant que professeur de mon professeur. Donc, c'est le fait d'oser, Et malheureusement, en Afrique, c'est les anglophones qui osent plus que nous, les francophones. Nous, on hésite beaucoup. Et l'hésitation ne devrait pas être un handicap. Tant que vous n'osez pas, vous ne décrocherez pas la lune. Donc, j'avais envie d'insister là-dessus. Merci beaucoup, Telly, pour ça. Excusez-moi, Merci à toi aussi. j'ai mis deux choses dans le chat. Le premier, c'est juste un exemple d'avis de recrutement que vous verrez, c'est une description idéale. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça pour être donc appelé. Et la deuxième, c'est un article que j'avais écrit sur LinkedIn il y a environ 10 ans ou plus pour partager donc ce que je viens de vous partager là comme expérience en lien donc avec la valorisation de l'expérience professionnelle informelle dans le milieu formel. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la conclusion.
Donc, à titre de conclusion, ce que je pouvais donc dire, j'ai été très, très, très heureux de partager cette expérience avec vous et les discussions l'ont rendu encore plus intéressante. C'est que vos expériences informelles ont une valeur professionnelle réelle. À vous de savoir l'utiliser. Deuxièmement, ne vous sous-estimez plus. Ne sous-estimez plus vos expériences et n'hésitez plus. Troisièmement, l'engagement associatif et communautaire est une école de compétences. Et quatrièmement, transformez-la en levier de carrière. Ne laissez pas ce que vous avez vécu, ce que vous connaissez, ce que vous avez pratiqué pour chercher à inventer autre chose. Et enfin, ce qui fait la différence, c'est savoir structurer et présenter votre parcours. Ce n'est pas l'expérience ou les compétences qui vous manquent. Ce qui vous manque, c'est le fait d'avoir confiance en soi et le fait de pouvoir mettre votre vécu, votre expertise informelle dans un langage accepté par les partenaires et par les recruteurs. Et pour aller de l'avant, donc les contacts pour Yetel Expertise sont là. Vous avez donc le téléphone. Non, excusez-moi, vous avez donc l'adresse email, vous avez le site web. J'ai déjà partagé donc l'article de LinkedIn avec vous. Et les prochaines étapes, c'est que nous restons entièrement à votre disposition, mais cette fois-ci en tant que cabinet, et qui va donc demander des honoraires pour, par exemple, des ateliers pratiques sur la rédaction de votre CV, la valorisation de vos vécus en termes d'expérience qu'on peut capitaliser au plan formel, pour faire des coachings individuels ou de groupe, pour accompagner vos projets, vos programmes pour ceux qui ont des associations ou des entreprises sociales. On est entièrement à votre disposition. Yetel Expertise, c'est d'abord vous et après nous. Voilà. Donc, je laisse la parole à notre directeur exécutif. Merci à vous. Ça a été un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Merci beaucoup, Algassimou. Merci à tous les participants et merci aussi à toute l'équipe Yatel qui a préparé ce webinaire. Et je viens de vous partager un formulaire. N'hésitez pas à remplir le formulaire. C'est un formulaire d'évaluation du webinaire pour nous faire vos retours et voir comment on peut éventuellement améliorer voilà, la qualité de nos formations ou de nos futurs webinaires. Et je vous invite aussi à prendre contact avec nous si jamais vous êtes intéressé, comme il l'a dit, hein, si vous êtes intéressé à bénéficier en tout cas de l'accompagnement du cabinet. Et nous avons des experts qui travaillent avec nous. Et donc, vous avez l'adresse mail, vous avez le site web. Et comme il l'a dit aussi, voilà, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, notamment sur LinkedIn où on est très présent. Et on a créé un groupe où j'ai envie de dire une communauté. Si vous voulez adhérer à la communauté, n'hésitez pas à, voilà, à remplir le formulaire ou à nous faire un mail avec votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.